Never when you talk dirty. Bon, je tiens à dire avant qu'on commence que j'ai une tête de zomblard, hein, et c'est pas ma faute. C'est quoi la faute? C'est ça. Voilà, donc j'ai une tête dans le cul parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis blessé comme un con, et voilà quoi. Bon, alors on fait quoi en premier? Ah, on fait Argile. Déjà, avec un nom pareil, vous pouvez pas être une réussite. Le connard. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin parce que j'arrive pas, tu vois, pour moi, Kingsman, voilà, ça reste là, quoi. En termes de blockbuster fun, ça reste là. Le mec, il a fait tout ce qu'on kiffe, quoi. C'est rythmé, c'est percutant, c'est un minimum transgressif, c'est un bon esprit comme il fallait, tu vois, ça titille, mais toujours de manière fondarde, et puis l'air de rien, ça te balance des petits trucs sur le monde. En fait, c'est une espèce de férocité larvée, mais faite avec une telle intelligence, un tel état d'esprit. Ouais, j'étais ressorti avec une banane, j'allais le revoir le lendemain, le film, et ça reste, tu vois. Bon, alors après, on se tape Kingman 2, et là, tu fais, et puis alors le 3, tu fais, aïe. Donc forcément, alors moi, au départ, je te dis, ah cool, bon, il fait autre chose qu'un Kingsman, cool, puis tu vois la bande-annonce. Et tu fais, ah, ouais, fait pas un Kingsman, mais ça ressemble quand même vachement à du Kingsman, quoi. Bon. Non, parce que le mi-figue, mi-raisin, il est justifié. Hein. Je suis tiraillé intérieurement entre est-ce que je vais être vraiment très méchant ou est-ce que je vais quand même aller adoucir les ongles parce que c'est Matthew Vaughn et que l'air de rien, quand tu regardes la pléthore de blockbusters de merde qu'on se tape à longueur de journée, au moins t'as un mec qui s'est filmé, donc tu te dis j'ai pas envie de taper dessus, le mec qui s'est filmé. Après, c'est ce qu'il filme qui pose problème. Bon, bref, allez. Bring it on. Don't fuck with me. En fait, on aurait dû appeler cette émission un café avec Yannick Dahan. Ça aurait eu un côté un peu plus aristocratique, un peu plus sympathique, non? Tu trouves pas? Bon, allez, bref. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, je suis en mode mi-figue, mi-raisin, vieille expression d'agriculteur en colère, ce qui n'est pas tendance, je le sais, puisque je vais chroniquer un film qu'on attendait beaucoup, mais qu'on attendait surtout au tournant. Je parle bien sûr d'Argylle, le dernier blockbuster en date de l'autrefois brillant Matthew Vaughn, après 10 ans de Kingsman. 10 ans qui virent le réel glisser de l'inventivité féroce, jouissive et iconoclaste au ratage total, en passant par de l'incompréhensible consensus mou qui désillusionna même ses apôtres les plus enthousiastes, dont je faisais partie. 10 ans qui jamais n'entameront vraiment la virtuosité de sa mise en scène, mais qui, hélas, la mirent au service d'ambitions narratives sinon discutables, en tout cas de moins en moins convaincantes. Si le voir revenir avec un film original et non plus une suite était plutôt rassurant, la bande-annonce d'Argylle a vite fait craindre une forme de redite, et je suis gentil dans l'euphémisme, tant au niveau du concept, de la forme, que d'un humour méta, qui n'est désormais plus ni très original, ni foncièrement malin. Est-ce à dire, au vu du résultat, que Matthew Vaughn s'enfonce encore plus que dans Kingsman 3 ? Non, je vous rassure. Mais si le film reste gentiment sympathique, c'est pas hyper folichon non plus. Whoa, hey, there's a cat in there. Oh my God, you're Ellie freaking Conway. Author of Argylle series, Ellie Conway! I am such a fan. Oh yeah? What is it you do? Espionage. Would you sign my book? Here we go. I love this book. Come on. Dans un autre temps, sans doute aurais-je été plus acerbe en découvrant Argylle, eu égard l'admiration absolue que je porte au premier Kingsman. Mais bon, parce qu'en un film, le bougre a su condenser tout ce qui définit le meilleur du fun au cinéma, je n'arrive pas à me défaire d'une forme d'indulgence. D'autant qu'Argylle, outre son casting de luxe, pouvait, à défaut d'une répétition, s'imaginer en mise en abîme vertigineuse de sa propre trilogie d'espionnage, ce que les origines et la profession de foi du film promettaient. Mais jamais il n'atteint vraiment cet hypothétique objectif, hormis en de rares passages. Il y avait tout pour s'amuser de cette mise en abîme, parce que, bon, déjà, tu te tapes 10 ans de Kingsman, tu fais des films d'espionnage un peu pop décalé, iconoclaste, avec un univers particulier. Si tu reviens là-dessus, mais cette fois avec l'histoire
d'une auteure de bouquins d'espionnage qui se retrouve imbriquée, en classique, dans des véritables situations rocambolesques, tu te dis, bon, je vais vraiment jouer la mise en abîme de tout ce que j'ai fait avant. Et alors, ça s'appuyait d'autant plus que le film, il est tiré d'un bouquin, qui est une sorte de best-seller, qui est un premier roman, écrit par une meuf qui s'appelle Eileen Conway, mais personne ne sait qui c'est. La meuf, elle apparaît sur le bouquin, genre 2-3 cartes, tout ça, t'arrives pas à la reconnaître, ça crée du buzz. Donc t'avais tout ce truc, évidemment, sur ce rapport réalité et fiction, où tu te dis, va jouer à mort de ça, et ça va être cool, hein. À l'heure d'aujourd'hui, et de tous les problématiques qu'on a vis-à-vis de notre rapport à la vérité, je me disais, voilà, ça va être potentiellement intéressant à cause de ça. Donc, continuons, c'était juste pour recadrer un petit peu. Oui, si la chose en plus que je veux dire là-dessus, c'est que c'est au-delà du fait qu'il y a eu toute une histoire autour du roman, c'est que le film n'est pas une adaptation du roman. C'est-à-dire, elle a fait un roman d'espionnage, cette fameuse Ellie Conway. Le film met en scène Ellie Conway écrivant des romans d'espionnage. Donc il est sûr. Tu vois, t'as tout un truc comme ça qui disait que ça pouvait être potentiellement chouette à jouer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire, hein. J'expliquerai pourquoi c'est pas réussi. Il est donc évident que le cœur d'Argyle, à travers cette histoire de faux-semblants qui se voudrait alambiqué, mais qui ne l'est pas tant que ça, tient moins dans ses clins d'œil référentiels que dans sa volonté de leurrer en permanence le spectateur, oscillant entre réalité et fiction, pour mieux questionner, mais c'est un bien grand mot, les notions aujourd'hui bousculées de vrai et de faux. À travers ces personnages monteurs, ces bad guys du gouvernement, ces allusions à la CIA et à MKUltra, ça va faire plaisir aux complotistes, et ces très nombreux twists où fiction et réalité s'entremêlent, pas besoin d'être une lumière pour voir que Matthew Vaughn voyait dans le projet matière à satire politique sur notre rapport aujourd'hui compliqué à la vérité. Sauf que ça ne dépasse jamais la note d'intention larvée et que plus le film s'achemine vers sa conclusion, plus il rentre dans les rails du consensuel lénifiant. Des rails qu'avait déjà emprunté Kingsman 2. La raison de cet auto-feucage thématique tient simplement dans le fait que le scénario, malgré des retournements de situation parfois fun ou bien amenés, se contente de pomper ses plus illustres modèles sans jamais les transcender. Un zeste du magnifique, en moins iconoclaste, un soupçon dans la poursuite du diamant vert, en moins fun, un peu de Night and Day, en moins drôle, ou encore une fois après Kingsman 2, une revisite plus littérale du concept d'au revoir à jamais. Le problème n'est pas tant l'amoncellement de référents qu'ils digèrent, Matrix en est la preuve, mais leur agrégation qui jamais n'ont produit un sens nouveau ou ne serait-ce que différent. Alors évidemment, on cite ces films-là dans une époque où il était subversif de contester une forme de doxa dominante, où si tu veux, tu avais une espèce de consensus illusoire à travers lequel un réalisateur un peu audacieux pouvait aller taper. Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus de consensus. C'est comme une telle hystérisation de la société, de communautarisation de pensée, qu'en fait, effectivement, tu ne vas pas tacler de la même manière, de manière subversive, mais par contre, questionner la notion de vérité, la notion de mensonge, cette perte de repère sur la post-vérité. Oui, mais alors il faut rentrer dans l'art. C'est ce que fait, je veux dire, à la limite, si c'est ça qui peut être potentiellement intéressant comme thématique, bah, autant voir, avec ses défauts aussi, mais autant voir Last Night in Soho, qui malgré tout joue ne serait-ce que visuellement beaucoup plus intelligemment ce rapport fiction-réalité. On n'est pas chez les Cohen, hein. Tu vois, c'est là aussi où tu vois la période, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quand même la réflexion, elle est quand même descendue vénère de quelques étages, quoi, parce que les mecs, ils ont des velléités, c'est pas des mecs cons, mais ça n'a pas l'intelligence qu'on a eu à une certaine époque, où tu sentais que tu pouvais regarder des films populaires, mais en même temps, tu creusais un peu, il y avait un level derrière que moi, je retrouve plus. Même si le mec, il te fait marrer, parce qu'il te parle de Deep State, il te parle de MKUltra, il te parle de tous ces trucs-là, qui sont quand même des trucs que, tu vois, sur les réseaux, les complotistes parlent que de ça depuis 10 ans, tu dis, mais t'en fais rien. T'en fais pas grand-chose, en fait. Tu t'en sers même pas pour avoir un petit truc, allez, un peu vicelard. Derrière. Ben, c'est ça manque un peu de vis. Ça manque de couilles, ça manque de cailloux dans la chaussure, quoi. Il y a du coup un petit sentiment de paresse dans ces procédés qui font toujours mouche, mais qui sont exploités à l'identique, sans jamais réussir à les approfondir un tant soit peu.
Je ne veux pas spoiler, mais vous verrez vite en regardant le film de quoi il retourne. Ça fait un peu chier, mais la mise en scène s'inscrit dans cette même logique de tentative de renouvellement infructueuse où l'emphase des effets ne cache pas qu'elle tourne à vide. C'est assez flagrant dans le long climax aux velléités musicales où Vogue ne fait son possible pour réinventer l'action avec une scénographie sur glace inédite et un jeu sur les couleurs rose bonbon. C'est super sur le papier, c'est visuellement impeccable, voire bluffant, mais là encore, c'est au profit de mécaniques narratives désormais galvaudées. J'aurais beau louer le brio de la mise en scène, je commence personnellement à en avoir ras le cul des persos surhumains qui virevoltent dans des acrobaties aériennes au ralenti en butant 50 mecs à la fois sur une musique romantique qu'on s'imagine cool parce qu'elle se croit décalée. D'autres ont déjà fait ça 20 fois et nos nouveaux Mr. and Mrs. Smith ont déjà plus de 15 ans d'âge. T'as 2 espèces de morceaux de bravoure à la fin du film. Bon, on me parlait, ne les grille pas puisque c'est vraiment de la mise en scène, donc ça, c'est quelque chose à découvrir derrière. Donc t'as une espèce de scène à la Mr. et Mrs. Smith où les 2 amoureux, tu vois, se protègent en tirant sur 50 mecs, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute des fumées de couleurs, donc du coup, t'as une espèce de côté bleu, rouge, rose, très joli, c'est super bien filmé. Puis la meuf, à la fin, il se retrouve piégée sur une patinoire et elle va prendre ses patins et elle va aller dézinguer 50 types en faisant des figures acrobatiques. C'est méga bien filmé. Mais quand je dis c'est méga bien, les mouvements de caméra, un découpage, tu dis, ouais, le mec, il masterise. Mais ce que je vois, j'en ai rien à foutre. Et j'ai l'impression que le concept a déjà été surexploité. C'est-à-dire que là, je pense qu'on arrive à un stade où la surexploitation de l'espèce d'hyper-réalisme prétendument sexy d'une scène d'action pour créer un wow effect, tu vois, à base de chorégraphie délirante ou alors de cette espèce de pseudo-décalage pour maternelle, parce que maintenant, sans déconner, faire une scène d'action avec une musique romantique, tu dis, c'est bon, je l'ai vu 20 fois. Il y a un besoin vital, de revenir à de l'âpreté, de revenir à de la brutalité, de revenir à du sec, de revenir à du méchant, quoi. Parce que là, tu peux plus. Parce que ça a beau être Matthew Vaughn, ça a beau être super bien filmé, ça a beau être une nana un peu boulotte sur des patins à glace et Sam Rockwell, bah t'as quand même l'impression de voir des persos sortis d'un Marvel au bout d'un moment. Tu vois, enfin, t'as quand même l'impression de voir à chaque fois ces putains de super-héros où je fais plein de trucs. Enfin, c'est tellement déréalisé, avec la prétention d'avoir une réflexion sur cette déréalisation de manière iconoclaste. Mais dans ce cas-là, ok, tu fais ça, mais tu me le vérolles de l'intérieur. C'est ce que faisait Kingsman. Il vérolait le truc de l'intérieur. Il y avait une méchanceté, il y avait une vraie volonté de provoque. Bref, rien de neuf sous le soleil, ce qui, je l'avoue, ne suffit pas à dézinguer le film, même si les vieux briscards comme moi risquent de s'emmerder ferme. Mais quand on repense à Kingsman, mon Dieu, on se dit que tout ça est bien sage, bien propre sur soi, bien confortable et au final, bien puéril. Ça reste sympathique parce que Matthew Vaughn a un vrai savoir-faire, parce que ses acteurs sont cool, parce que sa mise en scène élève quelques séquences isolées, mais ça ne dépasse pas le stade du popcorn du dimanche pour faire plaisir à ces gosses qui ne savent plus, tant pis pour eux, qui était la sublime Kathleen Turner. Comme le disait très justement mon ami Moïsakis, face à la médiocrité rampante de l'époque, Vaughn aurait dû radicaliser ce qu'il avait initié avec Kick-Ass et Kingsman. Le cinoche en avait sérieusement besoin. Mais c'est hélas tout l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, et ça me rend très triste de le dire, il est rentré dans le moule. C'est paresseux pour un mec comme Matthew Vaughn. Mais c'est paresseux, pas dans la technicité, pas dans la façon dont il fait le film, mais dans l'ambition, quoi. En dire, c'est ça. Donc tu me fais 10 ans de Kingsman, tu me refais un truc d'espionnage pour t'assurer une forme de succès similaire, mais tu dis, le mec, il est intelligent, donc il va me revisiter ça. Puis cette espèce de mise en abîme de Kingsman, on l'imagine d'autant plus qu'il fait même revenir Samuel Jackson, il fait même revenir Sofia Boutella dans le film. Donc, tu as des acteurs du premier, tu as un lien vidéo, tu as une même volonté de jouer sur une production design. Par exemple, tu vois, quand il fait la fiction, qui te met en scène le roman de la nana, donc c'est là où tu as Dua Lipa de la bande-annonce, c'est là où tu as, comment il s'appelle, la Superman
Henry Cavill qui revient, qui sont chouettes, et donc ils ont le côté un peu post-60s dans le look, un peu coolos. T'as ce film qui commence avec cette espèce de longue exposition jusqu'à ce qu'elle rencontre Sam Rockwell, qui lui dit « je suis un espion dans le train », puis t'as une scène de baston où évidemment il joue le parallèle entre Henry Cavill du roman et Sam Rockwell qui lui est beaucoup plus maladroit, mais il se bat, donc il est rigolo, en plus il lui a foutu une barbe et tout ce que tu veux, bon, il y a tout un truc, tu dis bon ça c'est cool, et puis après, là, ça se traîne pendant 20 minutes où moi, je me dis, bon, bah alors c'est ça le truc, ok, donc ils ont besoin de cette romancière parce que ces bouquins sont tellement réalistes qu'elle anticipe des vrais problèmes dans le monde des espions, il va falloir... Et puis non, il est plus malin que ça, donc boum, au bout de 20 minutes, il t'amène un gros twist, et puis après, t'as boum, un deuxième twist, sauf que il marche bien parce que quand ça te les amène, il a ce sens de la mise en scène qui fait que tu les vois pas forcément arriver, sauf que quand ils arrivent, tu te dis, oui, mais j'ai déjà vu, mec. Et donc, ce qui m'emmerde, c'est ce que je dis, c'est ce que m'a dit Steph, très justement, quand il m'a dit, bah ouais, c'est con, parce que ce mec-là, il aurait continué en Kingsman, ça aurait eu, son approche aurait eu encore plus d'à propos dans le monde dans lequel on est. Et plutôt que ça, bon, ben, il rentre dans le moule totalement de la médiocrité ambiante, mais je parle médiocrité créative et thématique. Pas tant le fait qu'il reste quand même... Bah alors, c'est pour ça que je peux pas être totalement méchant sur le film, parce que je le regardais, je riais pas beaucoup, je m'emmerdais pas mal, je trouvais ça un peu vain, mais je me disais, putain, c'est quand même au-dessus en termes de mise en scène que la majorité des trucs que je vois, donc je peux pas lui enlever ça. Du coup, comme il est fort et qu'il a un savoir-faire, bah, il y a certains moments, t'es un peu emballé, certains moments, t'es emporté dans le film, ça retombe derrière, mais voilà. Mais voilà, il est pas assez jusqu'au boutiste par rapport à sa volonté. Donc c'est tout, c'est aussi con que ça. Donc du coup, ça devient un film très bien foutu, mais très lambda. Mais vraiment, le truc que tu regardes, puis tu l'as oublié 5 minutes après parce qu'il t'impacte pas. Il y a pas ne serait-ce qu'une scène comme la scène de l'église dans Kingsman, ne serait-ce qu'en termes d'action, où t'en ressors, tu te dis putain, j'avais jamais vu un truc pareil. À aucun moment, j'ai eu l'impression en finissant le film d'avoir vu un mec de mon âge qui faisait une compile de tout ce qu'on a kiffé au cinéma depuis 25 ans, mais qui s'est dit je peux pas aller trop loin avec le message que porte en filigrane. Et voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de plus à dire que ça. Je dirais pas aux gens n'allez pas le voir. Au contraire, je dirais aux gens allez-y parce que ça va faire marrer vos gosses qui n'ont pas les référents. Ok, vos gosses, ils n'ont pas vu Au revoir à jamais, À la poursuite du diamant vert, peut-être même pas Night and Day, sans doute pas Le Magnifique, sauf s'ils l'ont vu à la télé. Moi, je sais, j'emmène mon gosse, ça va le faire délirer. Il va être retourné du cerveau parce que lui, il ne les verra pas venir, les twists, et il va se dire « Oh non, mais c'est pas possible !» Et parce qu'il fait que ça, hein, le film t'enchaîne des twists, hein, tu vois, où t'es là, tu te dis « Ah bon, il se passe quoi ?» et tout ça, et jusqu'à la dernière minute. Mais pour nous, qui avons vu tout ce background-là, moi c'était marrant, hein, je me suis peut-être fait avoir sur le premier, et puis après j'ai fait ah ouais d'accord, j'ai compris, donc il va me faire ça, il va me faire ça, il va me faire ça, il va me faire ça. Et la paresse, elle va jusqu'à, quand je te dis au revoir à jamais, c'est qu'elle va jusqu'à au revoir à jamais qu'il avait déjà utilisé dans les Kingsman. Donc au bout d'un moment tu te dis mec là tu tournes en rond, quoi. Là, ça tourne en rond. Faut arrêter les films d'espionnage. Je sais pas, va faire un film d'horreur, écrire un polar politique, je sais pas, mais il faut que t'arrêtes ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Bref, voilà, c'était tout. Rien de plus à dire. Ben, c'est marrant parce que je déchire pas totalement le film parce que je le trouve malgré tout sympathique, mais ça reste et c'est rare hein, parce que moi je me place souvent de beaucoup de choses. Ça reste le truc le chouille moins bien que j'ai vu là depuis la dernière fois qu'on a tourné où j'arrête pas de voir des trucs mortels. Tu vois, oh, ça m'arrive jamais. J'ai vu le Godzilla, là, je suis allé voir le Godzilla Minus One, j'étais là, mais j'ai trouvé le film mortel. Je me suis dit non mais je me tape 1883 de Taylor Sheridan et là c'est pas non mais là je me suis pris des high kicks en boucle dans la gueule à chaque épisode pendant 10 épisodes et j'ai fini, j'ai fait ok, donc c'est la plus grande série télévisée que j'ai vue depuis 15 ans, que les choses soient très très claires et je vois que des trucs comme ça, que des trucs mortels. Donc je me dis ouais, c'est cool. Et en plus voilà, donc la prochaine émission, on va en parler d'un truc où je suis le seul à trouver ça bien dans la prochaine émission, mais c'est pas grave parce que moi j'ai trouvé ça bien. Et quand j'ai trouvé le truc bien, j'ai un avantage sur les autres, c'est que je ne suis pas déçu. Tu vois, je kiffe. Donc voilà, j'ai retrouvé du plaisir à regarder de la fiction en ce moment. Donc c'est cool. Mais je sélectionne tout ce qu'il y a. Voilà, bon, sur ce, c'était la Minute Yannick Dahan. J'ai déjà parlé beaucoup trop, donc on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao.
prends un petit café là.